Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 11 mars 2021, au sommaire ce soir. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, et Joël Giraud, secrétaire d'État à la ruralité, étaient à Chamonix ce jeudi, au chevet de la montagne française. Si aucune somme ni aucune date précise n'ont été annoncées, cette visite ministérielle aura permis aux acteurs de la montagne d'exprimer leurs problématiques en profondeur. Reportage complet dans ce journal. Et puis direction Montréal-Lacluse dans l'Ain pour le 3e épisode de notre série de la semaine consacrée aux alternatives médicales. Cette commune est l'une des 3 du département à être équipée d'une cabine médicale qui permet aux habitants de bénéficier d'une consultation presque identique à une consultation en cabinet. Le futur de la montagne française en question, c'était l'objet de la venue à Chamonix de ce jeudi de Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du tourisme, et de son homologue à la ruralité, Joël Giraud. Malgré de nombreux échanges et de longues discussions, aucun montant d'indemnisation ni de date précise n'ont été évoqués. Cette visite aura néanmoins permis aux acteurs de la montagne et des stations de mieux expliquer leurs problématiques et leurs spécificités. Plus de précisions dans ce reportage d'Emmanuel Jaude avec Victoria Lopez et Joanne Pognangros. Journée chargée pour les ministres en Haute-Savoie ce jeudi. Arrivé en tout début de matinée à l'ENSA, à Chamonix, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, et Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, ont pris plusieurs heures afin d'écouter tous les acteurs de la montagne pour essayer de dresser les contours d'un futur plan d'investissement. Le but, c'est d'arriver au mois de mai à un comité interministériel qui va statuer sur justement les besoins que nous aurons recensés. Il s'agit d'un projet où on n'annonce pas à l'avance combien on va mettre d'argent quelque part, puisqu'il s'agit que le projet soit construit territorialement. Et ensuite, effectivement, l'argent arrivera. Il y aura à la fois un programme qui est un programme sur le long terme, qui est un programme d'accompagnement et notamment d'ingénierie, qui est le programme montagne. Et d'autre part, ce programme qui est lui un programme d'investissement pour la montagne, que nous avons en charge tous les deux, et qui va aboutir à ce comité interministériel à des annonces qui seront faites en fonction des priorités de l'ensemble de nos massifs et des projets qui seront remontés. Malgré la mise en place de ce plan d'investissement, spectateurs comme intervenants espéraient toutefois une annonce un peu plus forte, notamment une date pour les indemnisations attribuées aux domaines skiables qui dépendent aujourd'hui de l'Union européenne, à l'instar de nombreux autres dossiers restés en suspens. Il y a toujours des dispositifs qui ne sont pas adaptés à la saisonnalité de nos métiers. Je pense aux résidences de tourisme, aux magasins de sport qui aujourd'hui ne sont pas réellement couverts. Il faut que tout le monde soit sur la ligne de départ l'année prochaine pour pouvoir relancer notre économie. Aujourd'hui, nous parlions d'un plan d'investissement qui est un peu la rééducation après la crise. Mais pour pouvoir être rééduqué, il faut déjà être soigné. Et pour être soigné, on a besoin de ces indemnisations qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ça fait 1 an qu'on est fermé et aujourd'hui, on arrive au bout de la possibilité pour tenir sans avoir ces indemnisations. Un dédommagement qui attendra donc encore un peu. Pour autant, les représentants du gouvernement ont tenu à rassurer les professionnels présents, évoquant un accompagnement sur le long terme. Depuis le début de la crise, c'est 4 milliards d'euros qui ont été justement orientés vers les acteurs de la montagne, avec le fonds de soutien, avec les allègements de charges, avec également les prêts garantis par l'État à hauteur de 90%. Et le compteur, il continue à tourner. Parce que chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, il y a besoin de maintenir ce soutien. On va travailler ensuite, d'ailleurs dans les prochaines semaines, c'est une commande du président, sur la réouverture d'un certain nombre d'activités touristiques encore entravées. Nous sommes devant un musée, les musées n'ont pas réouvert, mais il faudra accompagner les acteurs. On ne pourra pas débrancher d'un coup d'un seul, si je puis dire, les dispositifs de soutien. Ce ne serait pas raisonnable. On a voulu préserver les emplois, les compétences, les entreprises. Ce n'est pas pour d'un seul coup leur enlever ces béquilles qui sont indispensables vu la situation. Grâce à cette venue, les dossiers avancent bel et bien, même si après de nombreuses prises de parole et une visite express au musée alpin, de nombreuses questions demeurent. Quel est le montant du chèque? Qu'est-ce qu'on entend par plan relance montagne? Il y a la montagne, il y a les stations de ski, puis il y a les piémonts, et puis il y a toute cette économie de ruissellement, parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi des fournisseurs. Donc c'est un écosystème qui était peut-être pas bien connu, me semble-t-il, à Paris, qui doit être un peu plus compris maintenant. Et si je vois un grand intérêt, c'est justement cette addition de filières, mais un peu plus mis au jour. Il y a peut-être un peu plus de compréhension et peut-être que l'addition montrera qu'à un moment donné, c'est un secteur qui tourne et que la grande publicité, entre guillemets, de tous les reportages qu'on a pu faire de la montagne servira certainement à l'avenir, qu'elle soit enneigée ou pas. Reste donc à patienter encore quelques semaines avant d'en savoir plus sur les aides gouvernementales. Des aides nécessaires pour de nombreux acteurs de la montagne et pour qui une adaptation est aujourd'hui la clé pour imaginer le futur de nos massifs.
Après leur visite à Chamonix, Jean-Baptiste Lemoyne et Joël Giraud se sont arrêtés à Cluses. Ils ont rejoint sur place Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. Ce dernier a fait savoir qu'une partie de sa famille était originaire du Mont-Saxonais. Il connaît donc bien le territoire et les problèmes de connexion qui se posent dans de nombreuses zones. Le numérique était justement au cœur des discussions à la mairie de Cluses ce jeudi après-midi où l'avenir et le développement du territoire Arve-Grand Massif a été évoqué. On écoute à ce sujet le maire d'Arrache-la-Frasse et Cédric O au micro de Victoria Lopez. Maintenant, on aimerait qu'on passe de la théorie à la pratique et qu'on ait des annonces concrètes qui vont nous permettre de mettre en œuvre, je veux dire, la vision qu'on a de notre territoire. La vision, c'est notamment à construire une économie pérenne, dont l'économie touristique, mais pas que. C'est revitaliser le territoire de ses habitants permanents, par l'entrepreneuriat, par faciliter la vie, donner l'envie aux gens de s'installer durablement. C'est la raison pour laquelle, notamment, moi, j'ai passé un message très fort sur la nécessité d'avoir des infrastructures numériques qui permettent de créer l'écosystème qui va attirer ces nouvelles populations. C'était important pour moi d'être là, à titre personnel évidemment, mais beaucoup plus que ça, parce que oui, le numérique, les télécommunications, les réseaux, c'est devenu absolument indispensable aujourd'hui. L'État investit beaucoup avec les collectivités territoriales sur le développement de la fibre, tout seul sur le déploiement notamment des pylônes dans les zones blanches. Et c'était pour venir incarner le fait qu'on investit, c'est toujours trop lent évidemment, mais on veut faire en sorte que ça s'accélère parce que c'est indispensable pour l'attractivité, pour garder des habitants, pour garder des médecins, pour garder des commerces et pour réussir à développer ces zones de montagne qui sont si chères à nos cœurs. Voilà pour cette visite ministérielle. Il est temps pour moi d'accueillir notre invité du jour. Et ce soir, je reçois M. Yavuz Yilmaz. Bonsoir, installez-vous. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du CDCM de Savoie, le Conseil départemental du culte musulman. Avant toute chose, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le CDCM de Savoie qui a été créé en septembre 2020 ? Donc, bonsoir déjà. Donc, le CDCM de Savoie est le fruit d'une concertation entre les associations gestionnaires des mosquées et des lieux de culte. Un dialogue constructif et un travail de concert avec la préfecture s'est installé dans le cadre des assises territoriales. Mais je voudrais quand même remercier le travail d'accompagnement de notre conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et surtout son président de nous avoir permis la création de ce CDCM le 26 septembre 2020. Nous comptons actuellement 16 associations locales au sein de notre CDCM de Savoie. Vous êtes présent sur notre plateau pour évoquer la charte des principes de l'islam de France qui a été signée et présentée devant le président de la République en janvier dernier. Et cette charte, elle ne vous satisfait pas au sein du CDCM. Pour quelle raison ? Elle ne nous satisfait pas déjà, avant de revenir sur le terme de cette charte qui nous met mal à l'aise. Car les principes de notre République, les fondamentaux, notre laïcité le dit dans ses textes. Article 1er, la République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice de culte. Et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, il est stipulé que nul ne doit s'inquiéter de ses opinions, même religieuses, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et dans la Constitution de la Ve République, qui est le fondement de notre République actuelle, il est dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure la liberté devant la loi de ses citoyens sans distinction d'origine, de race et même de religion. Elle respecte ses croyants. Donc, en m'appuyant sur ces textes, et lorsqu'il est question d'une charte, aujourd'hui, la façon dont a été faite la charte, c'est-à-dire aucune concertation parce qu'on parlait d'une charte des imams. Nous sommes passés d'une charte des imams à des principes de l'islam. Donc, si cette charte englobait les imams, nous avons, en tant que responsables au niveau départemental, nos responsables au niveau régional, nos imams et les responsables d'associations n'ont jamais été consultés et concertés. Donc, forcément que nous sommes indignés. Aujourd'hui, l'État veut, par rapport aux assises territoriales, que ces conseils départementaux se créent pour avoir un interlocuteur, pour travailler en commun. Et malheureusement,
on nous impose une charte. Je ne vais même pas rentrer dans le détail de la charte, parce qu'aujourd'hui, on est en train de stigmatiser et d'instrumentaliser notre religion, alors que la laïcité, la République, le gouvernement doit être neutre dans ce travail-là. Vous estimez, est-ce que ça veut dire que vous estimez que cette charte, elle remet en cause la loi de 1905 sur la laïcité? Oui, bien sûr, parce qu'on nous parle d'une ingérence. On nous parle toujours de l'ingérence étrangère dans nos mosquées. Mais actuellement, on sent qu'il y a une ingérence de l'État dans le gouvernement, parce qu'il y a eu un empressement, une précipitation, sans une concertation en aval des personnes concernées, qui sont les imams. Donc, comment nous, en tant que citoyens de confession musulmane, pouvons-nous accepter cette charte-là, alors que les premiers concernés n'ont pas été sollicités? Est-ce que vous estimez que ce texte, cette charte, donc, elle n'est pas représentative de l'islam en France? Elle n'est pas représentative parce que déjà faire une charte qui demande aux musulmans, on le voit dans la deuxième proposition, les musulmans doivent s'engager et doivent respecter, comme si nos concitoyens de confession musulmane ne respectaient pas les lois de la République, n'étaient pas engagés, alors que la majeure et l'immense majorité des musulmans, on en compte à peu près 10 millions actuellement, sont pleinement intègres et participent à la vie, participe à l'essor de notre République. Donc, pourquoi les stigmatiser? Pourquoi leur demander des engagements? Aujourd'hui, il y a de multiples problèmes dans notre société. Est-ce qu'à chaque fois qu'on est face à des dérives, est-ce qu'on va tout le temps demander des chartes ou des engagements à des personnes? Nous sommes pleinement citoyens et la citoyenneté, la République, s'applique sans exception à tous les citoyens. Donc pourquoi faire une charte spécifiquement pour nos concitoyens de confession musulmane? Donc pourquoi faire une charte pour les musulmans? Justement, après chaque attentat ou presque, l'amalgame avec les musulmans de France est établi. C'est aussi ça une de vos missions au sein du CDCM de Savoie, que d'éviter ces raccourcis? Oui, donc on est là pour s'exprimer, pour apporter de la clarté. Et malheureusement, lorsqu'on a eu les attentats depuis 2015, malheureusement, certains de nos élus et certains de nos politiciens font des raccourcis. Et ce qui est malheureux, c'est, je ne sais pas si c'est la maladie française, lorsqu'on est nez à nez avec des situations de ce genre, on aime bien généraliser. Alors qu'on parle de 10 millions de musulmans. Pour moi, ces personnes ne pourront jamais, et nous ne pourrons jamais, quand des crimes atroces se font, le faire au nom d'une religion. Parce que notre religion nous dit « ne tuez point la vie dont Dieu a rendu sacrée ». Donc, comment ce n'est pas dans la pensée et dans la religion islamique de faire de tels actes et de tels agissements? Une dernière question très rapide, en rapport avec l'actualité due à la Covid-19. Comment se passent les cultes actuellement avec toutes les restrictions qui sont mises en place? Donc les restrictions, je voudrais réitérer cela, c'est que nous avons à peu près 2500 mosquées au sein de notre territoire et nous avons la grande chance que nos responsables ont réellement pris les dispositions nécessaires car nous n'avons actuellement eu aucun cluster parmi nos mosquées. Donc, tout se passe bien. Tout se passe bien. Simplement, bien sûr, nos activités ne sont pas du même ordre. Nous aimerions bien retrouver nos situations avant le Covid. Surtout, ce qui nous manque le plus, c'est l'enseignement et aussi nos journées portes ouvertes où nous pouvions convier nos concitoyens à venir voir ce que c'est que l'islam et quelle est la fonction d'une mosquée. Merci beaucoup, Yavuz Yilmaz. Bonne Merci à continuation. vous. Merci à vous de nous avoir accueillis et de nous permettre de nous exprimer au sein de vos studios. Merci beaucoup. Ce samedi 13 mars coïncide avec l'ouverture de la pêche à la truite en lac et rivière en Haute-Savoie. Ils sont près de 30 000 pêcheurs recensés. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy pour aller à la rencontre de Frédéric Leroy, le fondateur de la marque Field & Fish qui conçoit des produits et des vêtements pour la pratique de la pêche sportive. On regarde ce reportage. La pêche sportive a ses passionnés et comme chaque sport, la pêche a ses vêtements. Des produits techniques adaptés à sa pratique, été comme hiver. À Saint-Joriot, sur les bords du lac d'Annecy, une entreprise développe depuis plusieurs années une large gamme de produits imaginés et designés par un passionné de la pêche à la mouche. Des vêtements combinant technicité, innovation et fonctionnalité, allant de la chemise jusqu'à la veste, en passant par le wader. À la planche à dessin puis sur ordinateur, les crayonnés se succèdent pour donner forme à une idée, à un détail. Ce qu'on demande beaucoup à un vêtement de pêche, c'est l'étanchéité. Un, pour aller dans l'eau,
et 2 pour essayer de faire face quand on a des orages ou des averses de pluie très importantes qui vous permettent malgré tout de pêcher, hein, puisque à part les orages, quand il pleut, c'est généralement bon à la pêche. Les clients me font des retours par rapport à ce qu'ils ressentent de mes produits et à chaque fois, je fais évoluer mes produits dans ce sens-là. J'ai un exemple, par exemple, le gilet de pêche, ça fait la version 6. En 10 ans, j'ai sorti 6 versions. Mais si vous prenez la version le numéro 1 et la 6, l'ADN est pratiquement la même, mais il y a beaucoup de modifications qui m'ont été amenées par mes clients, puisque j'ai la chance d'avoir effectivement une clientèle qui participe et qui sont enthousiastes à l'idée de porter les produits Field & Fish. Pendant plus de 20 ans, Frédéric Leroy a développé et conçu en tant que designer des produits techniques pour de grandes marques spécialisées. Aujourd'hui, il prolonge ses expériences en s'appuyant sur ses acquis pour développer sa propre marque d'équipement de pêche sportive. C'est la passion qui m'anime parce que je pense que sans passion, on ne peut pas arriver à faire ce genre de choses. Et c'est grâce également au retour des clients que j'ai parce qu'on est, je dirais, on est une grande famille aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir à peu près entre 7 et 10 000 clients. Et c'est vrai que les petits mots que je reçois tous les jours, c'est de l'encouragement et c'est de la motivation pour continuer et développer d'autres produits pour eux. Field & Fish est adhérent de l'organisation 1% pour la planète et reverse ainsi 1% de son chiffre d'affaires à des associations s'occupant de la protection du milieu aquatique. Ces dernières années, elle a particulièrement aidé la Fondation pour les rivières sauvages. Et pour compléter son engagement pour la protection de l'environnement, Field & Fish utilise des tissus labellisés pour la plupart de ses vêtements. Un engagement éthique et responsable pour protéger les espaces naturels qui sont à la source du sport qu'elle accompagne. Suite et fin de notre série de la semaine consacrée aux alternatives médicales. Et pour ce troisième volet, direction l'Ain. Le département frontalier est confronté depuis plusieurs années à une très forte baisse démographique médicale. Le conseil départemental a donc choisi d'investir dans des cabines médicales. Ces cabinets 2.0 permettent d'apporter en toute autonomie une réponse rapide aux habitants qui souhaiteraient une consultation chez un médecin. Pour le moment, 3 cabines de ce type existent à Belley, à Bourg-en-Bresse et à Montréal-Lacluse où Jean-Paul Crespi s'est rendu. Reportage. Dans le département de l'Ain, 17% de la population n'a pas de médecin traitant et le nombre de médecins généralistes est dramatiquement bas. Pour faire face à cette désertification médicale sur certains territoires, le département a installé à Montréal-Lacluse une cabine de téléconsultation, un cabinet médical équipé et connecté qui facilite l'examen des patients. Cette offre de santé complémentaire donne ainsi accès à une consultation clinique dans des conditions similaires à celles d'un cabinet médical. On le savait tous qu'à un moment donné, eh bien, c'est une bombe à retardement et qu'un jour ou l'autre, on n'aurait plus de médecins. C'est malheureusement ce qui est arrivé. Et ce qui continue de le faire aussi. Et quand vous avez toutes les semaines des gens qui viennent vous voir à votre permanence ou à votre bureau qui vous disent « je n'ai plus de médecin traitant » et qui souffrent d'une pathologie importante, notamment des personnes âgées dont le médecin est parti à la retraite, mais leur maladie continue, leur pathologie continue. Il faut bien que nous trouvions des solutions. Et même si l'État, qui pourtant de sa pleine responsabilité ne le fait pas, eh bien nous avons choisi dans l'Ain de le faire. De même que nous avons choisi aussi d'embaucher des médecins salariés. Le fonctionnement du dispositif, accessible à partir de 14 ans, est simple. Après une réservation par téléphone ou sur Internet, le patient s'installe dans la cabine et insère sa carte vitale pour être mis en relation avec un médecin généraliste. À l'issue de la consultation, dont le coût est pris en charge par l'assurance maladie, une imprimante délivre une ordonnance si besoin. Ces machines ne sont pas faites uniquement pour les personnes qui n'ont plus de médecin traitant. Elles sont faites également pour des personnes qui ont un médecin traitant, mais qui n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous avant 8 jours pour un mal de gorge, un mal de tête, un mal de ventre. Donc elles sont bien contentes de trouver ce palliatif pour obtenir une ordonnance et enfin aller choisir les médicaments ou prendre les médicaments qu'il faut pour soigner. Les gens ressortent d'ici vraiment comme s'ils sortaient de chez leur médecin, avec une satisfaction en plus d'avoir trouvé quelqu'un de sympathique en face d'eux et rapidement et sans attendre dans une salle d'attente ou voilà, ils prennent un rendez-vous pour tel jour, telle heure et le rendez-vous il se déroule tel jour, telle heure. C'est pratique, c'est rapide et finalement en suivant les indications qu'il m'a données, on a pu suivre une consultation assez classique finalement. Et donc ça, c'est vrai que c'est encourageant et puis c'est agréable et ça permet effectivement d'avoir une vraie consultation puisqu'en face, c'est un vrai médecin. Des télécabines de téléconsultation sont déjà opérationnelles sur le département comme à Belley ou à Bourg-en-Bresse. D'autres devraient suivre dans les territoires les plus en souffrance.
coût de l'opération, 105 000 € par cabine, dont 80% du financement a été pris en charge par l'État. À charge ensuite aux communes d'assurer la présence d'un référent sur les sites concernés. Une dernière information avant de se quitter, c'était à prévoir, c'est désormais officiel, le carnaval vénitien d'Annecy 2021 est annulé. La manifestation devait avoir lieu dans un premier temps fin février, mais l'organisation avait préféré la décaler au week-end des 16, 17 et 18 avril. La décision d'annuler cet événement purement et simplement a été annoncée ce jeudi après-midi. Il s'agit là d'un nouveau coup dur pour l'association qui organise le carnaval, puisque l'édition 2020 avait déjà été annulée. Merci à vous pour votre fidélité, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouverez Victoria Lopez depuis la Plagne pour le 4e et dernier épisode de Panorama, consacré cette semaine à l'univers du bobsleigh. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Marine Schneider pour le journal. Prenez soin de vous et passez une très belle soirée.